Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Oui, let's go! Quoi? C'est bon, hein? Mais t'es pas net, Baptiste! Mais si, je suis très net! Ça va être un des porteurs de la flamme olympique, alors j'ai décidé de m'inspirer de cette grande figure nationale! Hein? Voilà, hein, moi aussi je vais cramer tout mon appart pour porter la prochaine flamme olympique. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imhotep à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver dans l'émission du mardi pour parler des nouvelles actualités sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti cette semaine. Mais avant ça, il faut parler des sorties de la semaine. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, mais putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 17 avril 2024 avec le gros film américain Civil War. Civil War, c'est le nouveau film d'Alex Garland, qui est un très bon réalisateur. C'est à lui que l'on doit Ex Machina, Annihilation et Men. Le film va suivre une équipe de journalistes qui parcourent les États-Unis en pleine guerre civile, et de son côté, l'armée américaine est chargée de tirer à vue sur les reporters. Bonne ambiance qui rappellerait presque certaines manifs en France. Le premier rôle est tenu par Kirsten Dunst, et oui, Mary Jane a finalement trouvé un job au Daily Bugle, et elle sera accompagnée de Kaylee Spaeny, qui jouait Priscilla Presley en début d'année dans le film de Sofia Coppola, et elle jouera aussi la future Final Girl dans Alien Romulus cet été. Toutes les critiques presse et spectateurs que j'ai vus parlent d'un très bon film et en plus il a un petit succès en salle aux US, donc je vous laisse aller le découvrir au cinéma. Mais nous aurons aussi un thriller d'action très bourrin à la John Wick, Monkey Man. Nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Slumdog Millionnaire en 2009, le comédien Dev Patel passe derrière la caméra pour son premier film, dont la production a été un peu compliquée. Au départ, ça devait être un film Netflix, mais ils se sont vite inquiétés quand ils ont remarqué que les méchants du film étaient des nationalistes d'extrême droite, exactement comme le Premier ministre en Inde. Non, mais écoutez, on va pas perdre le marché indien, dehors Dev Patel. Heureusement, le maître de l'horreur, Jordan Peele, est passé par là et a décidé de racheter le film. Bon, le pitch est plutôt classique, tout juste sorti de prison, un homme surnommé Lucky peine à trouver sa place dans un monde où règne la cupidité des chefs d'entreprise et à l'inverse l'érosion des valeurs spirituelles. Ce dernier va alors se lancer dans une quête pour se venger de ceux qui ont tué sa mère et l'ont envoyé en prison. Et ce qui frappe direct, c'est que les images et les chorégraphies des combats sont vraiment très bluffantes. Ils se sont longtemps entraînés et Dev Patel a même eu des nombreuses séquelles à cause de ces combats. On est sur un John Wick à Mumbai et ça donne envie. Côté français, la comédie de la semaine porte le nom de Ici et là-bas. Ils savent pas que je suis noir. C'est bon, tu comprends là? Si ça peut te rassurer, cousin, pour moi, t'es super français. Hein. Tu gueules, tu râles tout le temps. Et tu ronfles! Non, je ronfle pas! Mais si, tu ronfles! Pour moi, tu es la France à toi tout seul. C'est con. Alors c'est par le réalisateur des deux films 10 jours sans maman avec Franck Dubosc, mais aussi du film L'Ascension avec Ahmed Silla qui retrouve pour ce nouveau film avec à ses côtés Hakim Djemili. Et donc le film, c'est ce duo qui fait un road trip dans toute la France et la comédie réside dans le jeu sur l'inversion des stéréotypes. C'est-à-dire que Hakim Djemili joue le personnage blanc qui veut obtenir un passeport sénégalais pour rentrer chez lui et Ahmed Silla joue le personnage noir qui va tout faire pour s'intégrer au milieu des blancs. Voilà, libre à vous d'aller le voir, ce sera pas mon cas. Non, j'irai plutôt voir un drame français se déroulant en Corse. Borgo. Alors c'est toi la matonne? Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail? Vous m'avez suivi? Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila. Ce qui m'intéresse avec ce film, c'est que c'est réalisé par Stéphane de Moustier, à qui l'on doit La Fille au bracelet et qui est un super film de procès, je vous le conseille fortement. Et deuxième raison, le premier rôle est tenu par Afsia Herzi, connu pour Make to My Love ou bien Le Ravissement l'année dernière. Le film raconte l'histoire d'une surveillante pénitentiaire qui s'installe en Corse et dont l'intégration dans la nouvelle prison est facilitée par un jeune détenu très influent qui lui demande des comptes une fois libéré. Le film est décrit comme le meilleur polar carcéral depuis Un Prophète par Le Figaro. On attend de le voir cette semaine pour se faire un avis. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme Amal et un esprit libre, Laroy, Hopeless, Riddle of Fire, Le jour où j'ai rencontré ma mère, Jouge, L'homme aux mille visages, La machine à écrire et autres sources de tracas, et Spy X Family Code White. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes avec une grosse sortie Netflix ce vendredi 19 avril, Rebel Moon partie 2, L'Entailleuse.
La suite de la première partie, sortie en décembre 2023, ça avait terminé dans les flops de l'année, c'est toujours réalisé par Zack Snyder et on retrouvera Korra et son groupe de guerriers qui vont former la rébellion dans le village de l'héroïne et vont combattre les méchants nazis de l'espace. Je vais le regarder, oui, mais j'en ai absolument rien à foutre. Mais si vous voulez un peu plus de douceur, j'ai quelque chose pour vous, ça s'appelle Tigre. With the true kings of the jungle. C'est un documentaire Disney Nature, comme tous les films qui s'affichent là. C'est le résultat de 1500 jours de tournage et ça sortira sur Disney+ le lundi 22 avril à l'occasion du Jour de la Terre. Oui, le 22 avril, c'est le Earth Day. Ça vous dirait une petite marche du climat pour dénoncer les inactions contre le changement climatique? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine pour vous faire découvrir de nouvelles œuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Comme d'habitude, on va commencer par quelques infos à la volée, on va essayer de faire rapide. Côté d'ici, le tournage de la saison 2 de Peacemaker, toujours réalisé par James Gunn, vient de commencer. Côté Marvel, on a une nouvelle affiche de la Torche Humaine qui sera jouée par Joseph Quinn dans le futur 4 Fantastique. Et l'arrière-plan nous laisse entrevoir un univers alternatif bien rétro-futuriste. Ça fait très plaisir, ça va changer un peu des décors new-yorkais. Et toujours côté Marvel, ça y est, le tournage de Daredevil Born Again est terminé. Hâte d'avoir les premières images l'année prochaine. Et Ayelet Zurer est finalement de retour dans le rôle de Vanessa Fisk pour la série Daredevil Born Again. Ça fait super plaisir parce qu'au départ, l'actrice devait être recastée. Et bah voilà, c'est une victoire pour les fans, youpi. Oh, et aussi petite news, Famke Janssen ne reviendra pas dans son rôle de Jean Grey dans Deadpool and Wolverine. Voilà, désolé les bandeurs du multivers, mais ce n'est pas dans ce film que nous reverrons à nouveau le Phénix. Toujours avec des super-héros, Battle Beast et Titan reviendront dans la saison 3 de Invincible, qui sortirait peut-être en 2025. Et sinon, le dernier épisode de la saison 2 est sorti, vous pouvez aller le streamer là tout de suite sur Prime Video. C'est du très bon super-héroïsme, exactement comme The Boys. Dans un autre registre, Snoop Dogg et Kiss Urban se sont tous les deux associés pour sortir un single qui fera partie de la bande originale du film Garfield Héros malgré lui. La chanson s'appelle Let It Roll et elle est déjà sortie si vous voulez l'écouter. Allez, un peu d'horreur, Ari Aster et le créateur de The World of Tomorrow vont développer un film d'horreur existentiel en animation. Et avant de crier oui l'animation, ouais ça va pas faire peur, Coraline, Les Noces Funèbres, Mad God, Monster House, est-ce que je continue? Blumhouse va produire un nouveau film Blair Witch avec Lionsgate, la société de production qui s'occupe de la saga Saw. Alors écoutez, j'aime beaucoup trop le film original pour accepter un deuxième remake. Oui, parce qu'il y en a déjà eu un en 2016 par le réalisateur de Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong. Oui, Adam Wingard. Des nouvelles de Five Nights at Freddy's 2, Jason Blum a dévoilé une photo des créateurs des animatroniques pour le film en train de créer Mangle. Et ça fait très plaisir. Et on a eu aussi l'info que le film sortirait pour automne 2025. Et en parlant de films basés sur les jeux vidéo, on a la confirmation que la suite de Super Mario Bros, le film, sortirait en avril 2026, va falloir bien patienter 2 ans. On vient de parler de Dev Patel avec Monkey Man, et bien on a eu l'info qu'il a été approché pour rejoindre le casting du prochain film Jurassic Park Jurassic World, réalisé par Gareth Edwards, et qui devrait sortir normalement en 2025-2026. Ça pourrait être sympa en vrai, ça pourrait le faire un peu plus connaître du grand public. Le réalisateur Chris Sanders a donné une petite info concernant son prochain film signé DreamWorks, Le Robot Sauvage. On l'a vu, la bande-annonce est absolument magnifique et il affirme que le design visuel s'inspire des vieux classiques de Disney et des dessins de Hayao Miyazaki chez Ghibli. Autant dire qu'il me fait beaucoup trop rêver. Sortie prévue le 9 octobre prochain. Le tournage de Insaisissable 3 va enfin démarrer le 31 mai, j'avais bien aimé les 2 premiers films. Hâte de voir le volet final de la trilogie qui verra le retour du casting original et qui fera équipe avec des nouveaux. Oh, attendez, on vient de me signaler dans mon oreillette invisible qu'il y a un petit problème. Le réalisateur de ce film, c'est Ruben Fleischer, le réalisateur de Venom et de Uncharted. Merde. Le biopic sur Michael Jackson qui sortira le 18 avril 2025 au cinéma aura 30 chansons. Ouf. En fait, ces chansons vont s'enchaîner pendant tout le film, c'est pas possible, à moins qu'il fasse un énorme montage à la Elvis. Les premières images du film The Bride de Maggie Gyllenhaal sont sorties. L'intrigue se déroulera dans les années 30 à Chicago où Christian Bale, grimé en Frankenstein, va s'allier avec un docteur pour se créer une compagne et les deux savants vont ressusciter une jeune femme assassinée jouée par Jessie Buckley. Bon, Christian Bale, c'est bon, vous savez qui c'est, hein? C'est Batman. Et Jessie Buckley est une formidable actrice que vous avez peut-être vue en mars aux côtés d'Olivia Colman dans Scandaleusement Vôtre. Le film est censé sortir en octobre 2025 et j'ai plutôt hâte. Ils vont sortir un nouveau Bridget Jones pour la Saint-Valentin 2025 et sur la plateforme de streaming Peacock.
Et avec le casting de base, vont reprendre leur rôle Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor et Léo Woodall, et ça va s'appeler Bridget Jones Mad About the Boy. En gros, ça veut dire qu'elle va rencontrer un mec et qu'elle va en devenir folle, dans le sens positif bien sûr. Alors, premier poster pour la saison 2 de la série Velma qui sortira le 25 avril, ouais, pas cool. Nouveau poster pour Garfield et Gros malgré lui, bah les couilles. Nouvelle image pour le film Vice Versa 2, ok cool. Première image de Sebastian Stan dans le rôle de Donald Trump dans le film The Apprentice, très surprenant, hein, très beau. Affiche officielle de Bad Boys 4 Ride or Die, ouais. Nouvelle image pour le film Borderlands qui sort le 7 août, ok tiers. Nouvelle affiche dégueulasse pour Furiosa, au secours. Putain, je sais très bien décortiquer les actus, hein. Oh si, vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous parlais d'un arbre du film live action Minecraft qui avait été aperçu sur le tournage, eh bien on a deux nouvelles images avec deux arbres différents. Voilà, c'est trop bien, je fais une vidéo pour commenter des images d'arbres en cube, j'adore ma vie. Et j'en profite aussi pour vous dire que le tournage du film est terminé, oui. Alors par contre, j'espère qu'ils nous ont mis en boîte un très beau banger. Petite info série très rapide, la série d'animation Star Trek Lower Decks va s'arrêter avec sa saison 5, voilà, on n'a pas d'infos sur la date de sortie de cette dernière saison, mais les 4 premières saisons sont disponibles sur Paramount+. Des petites infos casting, Jeremy Allen White, connu pour la série The Bear, a été casté dans le rôle de Bruce Springsteen pour le biopic The Road to Nowhere, réalisé par Scott Cooper, à qui l'on doit Hostile, Affamé et The Pale Blue Eye, et donc ça va parler de la création de l'album phare de la rockstar américaine, Nebraska. La petite sirène noire du film live-action de Disney, Halle Bailey, a été castée dans le nouveau film de Michel Gondry, réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Le Livre des Solutions, et elle sera aux côtés de Kelvin Harris Jr. et Da'Vine Joy Randolph, qui a eu son Oscar pour Winter Break. Et le film va être une comédie musicale sur le passage à l'âge adulte dans les années 70 et qui va s'inspirer de l'enfance de Pharrell Williams. Le film va s'appeler Atlantis et je suis plutôt intrigué, on verra ça en 2025 ou 2026. Autre info, Angela Bassett reviendra dans son rôle d'Erika Sloan, la directrice de la CIA dans Mission Impossible Fallout, et que l'on reverra donc dans Mission Impossible 8. Et dernière info, Daniel Roebuck jouera le Père Noël dans Terrifier 3 qui sortira le 30 octobre prochain. Allez, on va parler un peu actu Guerre des Étoiles. A été dévoilé 4 nouveaux visuels de la série The Acolyte. Le premier avec 5 Jedi, dont les personnages de Jung Jali et Daphne Kin, et leur sabre laser ultra stylé. Le deuxième avec le personnage de Carrie-Anne Moss, décrit comme un chevalier Jedi très inspiré de Trinity. J'ai très hâte de la voir en action. Un troisième visuel qui est existant, et un quatrième qui nous montre le Wookiee Jedi qui va s'appeler Kelnaka. Voilà. Bon, alors pour rappel, les 2 premiers épisodes sortiront le 5 juin, et après ce sera un épisode par semaine tous les mercredis. Et dans la timeline, la série se passe pendant la Haute République, c'est-à-dire bien avant la menace fantôme. Des nouvelles du futur film Star Wars par James Mangold, réalisateur de Logan, Le Mans 66 et Indiana Jones 5. Ça s'appellera Dawn of the Jedi et ça racontera les origines de l'ordre 25 000 ans dans le passé. Et on a appris que Beau Willimon co-écrira le film et pour info, il était le scénariste derrière l'arc de la prison dans la série Andor. Donc c'est lui qui nous a pondu l'épisode One Way Out et le discours de Stellan Skarsgård. Voilà, il y a vraiment le potentiel d'avoir un très bon poulet. Et vous avez peut-être suivi la nouvelle il y a quelques mois, on aura un film Mandalorian au cinéma qui s'appellera Mandalorian et Grogu et qui fera suite aux séries Disney+, juste avant le grand final du Mandoverse. Ce film sera normalement réalisé par Jon Favreau et on a enfin la date de sortie du film, ça sortira le 22 mai 2026. On va bien patienter et ça va sortir pile pendant Cannes et juste avant les sorties de l'été. On verra si le planning lui permet d'avoir un petit succès au box-office. Et d'ailleurs, en parlant de films dont la date a été reportée, Disney nous a dévoilé de nouvelles dates de sortie américaines pour ses films. Toy Story 5 sortira le 19 juin 2026, le remake live action de Vaiana avec The Rock sortira le 10 juillet 2026, le troisième film Tron, nommé Tron Ares, sortira le 10 octobre 2025 avec Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson et Cameron Monaghan, et ce sera par le même réalisateur que Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique 2. Oh, ouais, ça vend du rêve. Et bon d'accord, c'est pas Disney, mais on a eu l'info que Saw 11 est reporté de 1 an et sortira fin septembre 2025. Espérons qu'ils en profitent pour nous pondre un bon scénario. On a eu des infos sur l'un des prochains films qu'aimerait réaliser Denis Villeneuve. Ça s'appellera Nuclear War Scénario et le film va suivre les événements qui se produiraient si une guerre nucléaire commençait. Et apparemment le film serait écrit sur la base d'informations provenant d'entretiens avec des experts militaires et civils. Donc un film d'anticipation mais qui se veut vraiment très proche du réel, hâte de voir ce qu'il en fera. Par contre il ne développera le film qu'après avoir terminé Dune Messiah, et en sachant que Dune Messiah n'est pas son prochain film. Il a besoin d'une petite pause le Denis. Et d'ailleurs c'est une transition parfaite pour dire que Dune partie 3 appelé Dune Messiah est officiellement en développement. Voilà, ça a été officiellement annoncé par Warner, c'est bon, Dune 3 va bientôt arriver. Dans quelques années, mais ça va arriver, c'est prévu.
On part dans le côté horrifique, Jodie Comer serait en négociation pour pouvoir jouer dans 20 Years Later, le troisième film de la saga 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Pour rappel, elle a joué dans la série Killing Eve, dans Free Guy, dans le dernier duel de Ridley Scott et on la verra bientôt dans The Bike Riders aux côtés de Tom Hardy et Austin Butler. Mais nous savons aussi que Nia DaCosta est en négociation pour réaliser 20 Years Later partie 2. Et oui, parce que... alors, vous connaissez les films de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, et alors que le projet 28 mois plus tard est désormais plutôt enterré, Danny Boyle, le réalisateur du premier film, a annoncé la mise en chantier, non pas d'un film 28 années plus tard, mais bien d'une trilogie 28 années plus tard. Et si Boyle est annoncé pour réaliser la première partie de cette nouvelle trilogie, le média en ligne Deadline nous révèle que Nia DaCosta pourrait s'occuper de la seconde, elle qui nous avait offert en 2021 le remake de Candyman avec Yahya Abdul-Mateen. Et je pense que le sort de la troisième partie dépendra de la réception du public et du box-office des deux premières. Ok, alors j'ai une actu qui va intéresser personne, mais j'avais envie d'en parler. Une adaptation en film de Evangeline est en préparation par la boîte de prod de Margot Robbie et c'est Olivia Wilde qui est à la réalisation. Bon, déjà, Olivia Wilde, c'est la réalisatrice de Don't Worry Darling avec Florence Pugh. Ah oui, vous aussi, vous avez oublié ce film? Et c'est qui cette Evangeline là? Eh bien, c'est une héroïne de comics créée par Rob Liefeld et qui est aussi le créateur de Deadpool. Elle ressemblait énormément à Wonder Woman, mais remplaçait le panthéon classique des dieux grecs avec la mythologie chrétienne traditionnelle, parce que Evangeline est une puissante guerrière de l'armée du paradis devenue une ange déchue qui occupe désormais ses journées en combattant les démons pour protéger l'humanité. Remplacez donc Themyscira contre le jardin d'Éden, remplacez Arès contre Lucifer, et vous avez à peu près l'idée de l'histoire. Je sais pas du tout sous quel angle va être traité le film, mais on attendra 2025-2026 pour le savoir, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de la boîte de production de Margot Robbie, elle va produire un film live-action Monopoly et un film live-action Les Sims, je déconne même pas. Si vous nous la faites à la Jumanji, je vais pas apprécier. Est-ce que vous saviez qu'une série d'animation adaptée du jeu vidéo Among Us était en préparation pour 2025? Oui? Eh bien sachez qu'on a désormais le casting complet avec pour chaque acteur et actrice une couleur de personnage qui leur est associée. Le noir pour Liv Hanson, le rouge pour Randall Park, le bleu pour Dan Stevens, le marron pour Phil Lamar, le vert pour Frodon Sake, oui je troll un peu, le cyan pour Kimiko Glenn, le vert citron pour Wayne Knight, le jaune pour Debra Wilson, le blanc pour Patton Oswalt, le violet pour Ashley Johnson et le orange pour Yvette Nicole Brown. Je préfère le rappeler, ce sera de l'animation, donc les comédiens doubleront les personnages, ne vous inquiétez pas, c'est pas du live action et heureusement. Avez-vous vu la série Netflix en live action Avatar, le dernier maître de l'air? Eh bien sachez que le showrunner de la saison 1 a décidé de quitter son poste pour les futures saisons parce qu'il a préféré signer un accord avec Disney pour bosser en tant que producteur exécutif sur la série Percy Jackson et les Olympiens. Du coup, pour les saisons 2 et 3 qui sont prévues, ce sont les producteurs exécutifs de la saison 1 qui montent au grade de showrunner. À voir si ça aura un impact dans la qualité de la série. Il y a quelques temps, HBO a annoncé énormément de spin-off dans l'univers de Game of Thrones, et l'un de ces projets était une série sur Jon Snow après les événements de la dernière saison de GOT. Mais au final, nous avons appris que la série n'était plus en développement, Kit Harington nous explique qu'il n'arrivait pas à trouver une bonne histoire à raconter, et ça se comprend, hein. Par contre, il n'exclut pas d'y revenir quand ils auront une idée, mais pour l'instant, c'est mort dans l'œuf de dragon. C'est bon, vous l'avez la blague? Mais l'une de ces séries préquelles à Game of Thrones est déjà en préparation. Et oui, ça s'appelle Night of the Seven Kingdoms, The Age Knight, et ils ont débuté le casting avec Peter Claffey et Dexter Sol Hansel pour incarner Dunk et Egg. Et pour vous situer l'histoire, on a le synopsis officiel. Un siècle avant les événements de GOT, à une époque où la lignée Targaryen est toujours sur le trône de fer et que le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire vivante, deux héros improbables parcourraient Westeros. Un jeune chevalier naïf mais courageux, Sir Duncan le Grand, dont Brienne de Tarth est une descendante, et son petit écuyer surnommé Œuf, qui se trouve être le futur roi Aegon Targaryen 5e du nom. Pas plus d'infos, ça devrait sortir courant 2025, et du coup House of the Dragon et cette série-là devraient se relayer chaque année entre les saisons, et comme ça les fans auraient au moins une série par an de l'univers Game of Thrones. Après, si c'est de la même qualité que nous propose HBO d'habitude, je serais ravi d'en manger tout le temps. Allez, dernière info, il fallait que j'y revienne dessus. Cette semaine, nous avons appris la mort d'Eleanor Coppola, la femme du réalisateur Francis Ford Coppola. Elle était réalisatrice, elle était productrice, et elle est morte à l'âge de 87 ans, le lendemain de l'annonce du Festival de Cannes qui sélectionnait le prochain film de son mari dans la compétition. Mais on en parlera vendredi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient vendredi pour vous tenir au courant des plus belles news sur le 7e art. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti cette semaine. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de mercredi, SOS Fantôme 4, la menace de glace.
La famille Spengler qu'on a suivi durant le dernier film, SOS Fantôme 3 l'héritage, est revenue là où tout a commencé, dans l'emblématique caserne de pompiers de New York, où ils sont devenus la nouvelle équipe de Ghostbusters. L'ancienne équipe, elle, a mis en place un laboratoire de recherche paranormale pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Mais lorsqu'ils découvrent une orbe renfermant un démon, une armée de fantômes se répand dans la ville et les deux équipes unissent leurs forces contre la menace d'une seconde ère glaciaire. Déjà, revenons sur les précédents films. J'aime pas mal le premier film, mais il y a certaines blagues un peu déplacées qui passeraient pas du tout aujourd'hui. Le deuxième film est vraiment pas bien, le remake féminin est encore pire, c'est pas horrible mais c'est très nul. Et le troisième film, L'héritage, est certainement mon film préféré de la licence. J'ai adoré la réalisation de Jason Reitman, le travail de la photographie et le fanservice qui ne dessert pas du tout le film. Les personnages sont bien attachants et j'ai même pleuré dans le final parce que c'était vraiment très beau. C'était un bel hommage à son père, Ivan Reitman, qui a travaillé sur les deux premiers films de la saga. Et maintenant nous avons le quatrième film qui n'est pas génial. Non, vraiment, je lui ai mis un 5 sur 10, la même note que SOS Fantôme 2, c'est pas très bon même s'il y a quelques qualités. Déjà, on va évoquer l'un des plus gros problèmes, le film ne sait pas quoi raconter. Il traîne très facilement en longueur et sur 2 heures de film, l'entité finale n'arrive que dans la dernière demi-heure pour un climax qui se passe en huis clos dans la caserne de pompiers alors que ça aurait pu se dérouler en extérieur avec tous les fantômes libérés. Et bah non, hein, voilà, désolé, j'ai ressenti pas mal d'ennui, ce qui montre un cruel manque de dynamisme et de fraîcheur qu'avait la saga même dans son plus mauvais film. Et alors que l'héritage tentait d'amener de l'émotion et c'était vraiment très bien fait, ici c'est la nostalgie qui fait office et malheureusement c'est mal géré. Les anciens reviennent mais ne servent absolument à rien, on a toujours Bouffe-Tout et les Bibendum Chamallow pour la référence. Bon par contre, oui c'est vrai, j'ai vraiment apprécié les références au deuxième film, il y a une scène où on parle du slime qui se nourrit des émotions et il y a aussi un plan à la télé de la Statue de la Liberté qui prend vie. Je trouve que c'est pas mal de référencer le film mal aimé de la saga. Bon, tout n'est pas à jeter, Paul Rudd qui essaye d'être un beau-père pour McKenna Grace, ça reste du classique mais c'est bien fait. Et oui d'ailleurs, McKenna Grace est celle qui nous livre la plus belle interprétation je pense, même si je l'ai préférée dans le précédent film. Parce que là son arc pourrait être intéressant, mais ça reste encore une fois trop classique, elle est beaucoup trop naïve et j'ai senti à 10 000 km le retournement de situation concernant le fantôme de la fille qui s'allie d'amitié avec elle. En plus c'est vraiment pas très subtil. L'humour a quand même son importance dans la saga, mais ici ça fait chou blanc, voilà. Je pense notamment au comic relief joué par Kumail Nanjiani, dont je capte pas trop pourquoi le personnage a été créé. Il y aurait pu avoir d'autres solutions pour intégrer ce à quoi le personnage sert, mais là on dirait juste qu'on se retrouve dans un univers des Avengers. Tu le remplaces par la Torche Humaine, t'as les 4 Fantastiques. Le film se pose donc comme une grosse déception, une régression par rapport à ce qui avait été proposé en 2021 pour redémarrer l'univers, et ce n'est malheureusement pas le réalisateur de Monster House qui a pu sauver ce scénario aussi bancal qu'ennuyant. Donc voilà, SOS Fantôme 4 la menace de glace, c'était vraiment pas ouf et ça va finir dans les flops 2024. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder les vidéos en avance. On se donne rendez-vous vendredi pour parler de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.